Bonjour, bonjour à tous. On a pris un petit peu de retard ce matin. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelques problèmes météo. Donc on attend encore du monde qui ne va pas tarder à arriver. Donc encore toutes nos excuses pour ce petit retard. Donc on lance la 8e édition. La 8e édition, désolé, il y a un an qui se sont passés depuis l'année dernière. Donc 8e édition où nous attendons 650 personnes, marques et fournisseurs de solutions pour venir échanger autour de l'expérience client. Depuis sa création, l'événement a toujours su et a voulu en tout cas impulser les meilleures rencontres, faciliter et réunir et aussi bien entendu surprendre. J'ai entendu d'ailleurs encore hier soir des petites remarques à ce sujet. Donc c'est vraiment notre mission vis-à-vis de vous tous. 2021, après plusieurs mois d'instabilité, on l'a tous vécu ensemble, de coupure de lien social, l'authenticité était au cœur de l'édition. 2022, la dynamique est nouvelle, l'envie de renouveau bouillonne et c'est l'audace qui s'impose. De quoi parlerons-nous pendant ces 3 jours à Biarritz? Eh bien, de la manière dont les marques interagissent, échangent, co-construisent avec leur communauté. Parce que dans cette relation, chacun peut et doit apporter de la valeur. C'est la condition sine qua non, bien entendu, pour créer une expérience de marque remarquable. Le rôle de consommateur aujourd'hui est plus compliqué et plus exigeant, et je pense que vous le voyez aussi dans votre vie de tous les jours. Il doit consommer bien, mieux calculer l'impact de ses achats, vérifier les méthodes de production, recycler, mais répondre aussi à de nouveaux besoins. Bref, les injonctions contradictoires sont le nouveau socle de la consommation. Il est engagé, sincère et il doit faire des choix, il doit oser. Donc comment créer de la valeur dans l'expérience client? Comment les marques peuvent-elles bousculer et réinventer l'engagement? On n'invente pas les codes ni les règles de demain en faisant comme les autres ou en restant dans sa zone de confort. En résumé, c'est Osons l'expérience client, donc qui est véritablement la thématique de 2022 et nous avons hâte de partager l'ensemble du contenu avec vous. Avant de vous donner un peu plus d'éléments sur le programme, petit guide pratique. Nous venons de recevoir le guide du participant, donc je vous invite à le retirer à l'accueil si vous ne l'avez pas encore eu. Téléchargez l'application mobile et pour échanger et rencontrer vos pairs. Le déjeuner va être au casino, donc il faut prendre ça à 5 minutes à pied à peine, en descendant du Bellevue, mais le chemin sera bien entendu guidé. Ce soir, c'est une soirée au Hall de Biarritz. Je vous invite à tous venir avec votre badge, qui est un bon moyen de pouvoir se repérer, de savoir avec qui on parle. Et ça facilite les échanges et c'est quand même aussi une des missions finalement de l'événement pendant ces 3 jours. Donc merci de bien les prendre avec vous. Au-delà de ça, cet après-midi, à 17h, nous allons remettre le Grand Prix Stratégie de l'expérience client, le prix One-to-One, donc, qui sera remis sur scène, suivi de la conférence TikTok. Et pendant toute la journée, à partir de 14h, il va y avoir aussi d'autres moments de Fireside Chat ici sur scène, d'autres moments de pitch à l'étage, et puis surtout vos rendez-vous, donc ne les oubliez pas. Et donc pour démarrer cette session, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Husson qui va venir nous parler des grands trends de 2022 dans le marketing et l'expérience client. Merci beaucoup Sonia, merci à toute l'équipe du One-to-One, c'est toujours un super événement, donc je suis très content de pouvoir revenir. Merci de ta confiance. Mon job dans les 25 minutes qui suivent, c'est de vous donner une vue un peu aérienne, une vue d'hélicoptère des grandes tendances dont vous allez parler dans les 3 jours qui viennent. Donc bonjour à tous, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste au sein du cabinet Forrester. Donc Forrester a un positionnement assez unique puisqu'on est entre la marque et l'ensemble de ses prestataires. Et on les accompagne pour notamment aider à orchestrer des expériences clients réussies avec tout un tas de fournisseurs de solutions. Alors quand Héloïse du comité éditorial et le comité éditorial m'ont dit le thème « Osons l'expérience client »,
je me suis dit, ça tombe bien parce que c'est dans l'ADN de Forrester. Ça fait très longtemps qu'on publie des études et qu'on a de la recherche et des données sur cette thématique-là. Et l'audace, on aime bien, vous voyez le petit mantra derrière moi, Bold at Work, parce qu'on aime bien challenger des idées reçues. Première idée reçue, qui moi commence à m'exaspérer un peu, c'est le métavers. Ça fait grosso modo 1 an, à peu près depuis que Facebook s'est renommé Meta, qu'on nous bassine tous les jours avec le métavers. Et Bloomberg nous dit, le métavers, ce sera, enfin ils disent, maybe $800 billion. Ce sera peut-être 800 milliards de dollars en 2024. Alors comme je suis analyste, c'est mon job d'avoir un peu un regard critique sur les choses. J'ai pris un petit peu de recul, puis je me suis dit, tiens, je vais aligner les chiffres pour voir combien de zéros ça fait, 800 milliards de dollars. Tiens, quand même, ça fait beaucoup. Et 2024, c'est très très bientôt en fait. Et puis je regarde la réalité des expériences dans le soi-disant métavers. Et oui, il y a des trucs super dans les jeux sur Fortnite, Roblox, c'est des super audiences, c'est génial pour les marketeurs, c'est plus ou moins immersif, mais pourquoi appeler ça un métavers? Et en fait, je me suis dit, ils ont pris tout, ce qui n'allait pas forcément ensemble. La blockchain, le bitcoin, les NFT, le métavers, la réalité virtuelle, les technologies qui vont avec. On secoue bien, et puis ça nous fait une superbe machine à hype pour alimenter, on va dire, l'effet de mode et s'assurer que c'est the next big thing et il faut absolument que vous soyez présent pour délivrer ces expériences. La réalité, c'est que les expériences d'aujourd'hui, elles sont assez frustrantes, assez déceptives. Et je ne suis pas en train de dire que le métavers n'a pas de sens et ne va pas exister. C'est juste, ça ne sera pas en 2023 ou 2024. Ça va prendre un peu plus de temps. On voit des précurseurs du métavers aujourd'hui. Et oui, il y a plein d'innovations sur Decentraland et sur Sandbox. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'audience aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas en parler plus que ça parce que vous en parlerez demain matin avec notamment le Printemps et puis avec Olivier Laborde de BPCE. Je préfère vous parler d'expériences non pas plus immersives, parce qu'on sait que demain, Internet sera une plateforme de partage d'expériences. Ça a été jusque-là un partage d'informations. Demain, ce sera un partage d'expériences. Donc, les expériences vont être plus immersives, mais surtout, elles vont être plus invisibles. Invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'expérience arrive sans que vous vous rendiez compte. Elle est fluide, elle est naturelle, elle arrive dans votre contexte, elle est anticipée par la marque. Si je peux vous donner 2 exemples concrets, vous payez aujourd'hui avec Uber sans vous en rendre compte. Ou alors vous recevez une notification, qui est probablement le futur de l'application, avant même de penser à ouvrir l'application parce que la marque a anticipé votre besoin et vous pousse la bonne information au bon moment. Mais je ne vais pas vous parler ni des expériences invisibles ni des expériences immersives. Je vais relier le thème aux priorités que les marketeurs nous ont données en début d'année. Et ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, pour nous, ce qui est important, c'est évidemment l'expérience de marque et l'expérience client, arriver à la rendre opérationnelle, pragmatique. C'est l'enjeu de la sustainability, la réaction à l'environnement. Il faut qu'on arrive à activer ça dans les parcours clients. Et puis, c'est aussi le ROI. Il faut qu'on arrive à démontrer qu'on n'est pas un centre de coûts et en ces temps économiques incertains, qu'on apporte de la valeur à l'entreprise. Donc, je vais surtout vous parler de ces 3 sujets-là. Et pour ça, je vais parler de la valeur. Parce que la notion de valeur, elle est critique et elle est liée finalement au thème de l'année dernière. Sonia le rappelait tout à l'heure, c'était l'authenticité. Et je vous avais dit à l'époque, j'avais fait l'introduction pour ceux qui étaient là, j'avais parlé d'un homme politique que à l'époque j'admirais beaucoup quand j'étais adolescent, qui s'appelait Jean-François Degnaud. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il est décédé. Il a été, pour les plus anciens d'entre vous qui s'en souviennent, ministre, diplomate, ambassadeur. Il a eu plusieurs vies. Il a écrit son autobiographie, Mémoire de cette vie. Et je vous parlerai de sa dernière vie tout à la fin de la présentation, donc gardez ça dans un coin de votre tête. Mais dans sa biographie, dans le 2e tome, ça s'appelle « Croire et oser ». Donc l'authenticité, c'est déjà d'avoir la conviction de ses valeurs et de les défendre. Et pour l'audace, qui rajoute un zeste de créativité, il a fait référence dans ce livre à une citation de Sénèque. Alors je sais, on part assez loin, mais je vous l'ai dit, gardez-la dans un coin de votre tête parce qu'elle est quand même assez mémorable. Et il dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Je vous laisse mûrir ça dans un coin de votre tête. Alors vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien gentil, les valeurs, la politique, mais quel est le rapport avec le marketing? Le rapport, c'est que comme en amour, en politique ou en marketing, on fait beaucoup de promesses qui sont rarement délivrées avec des preuves. Et tout de suite,
notre bullshit detector se met en œuvre. Cette expression n'est pas de moi, elle est de ce super visuel de Tom Fishburne. Certains qui étaient peut-être présents il y a quelques années se souviennent que Tom était venu ici comme speaker, et j'avais pas mal échangé avec lui, on est resté en contact, et depuis il m'autorise à partager un certain nombre de ses dessins qui, je trouve, résument assez bien l'air du temps. Parce que là, en fait, effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui promeuvent la diversité, l'équité, l'inclusion, veulent être plus vertes, se définissent comme entreprises à mission, contribuent à la société. Et puis, dans les faits, finalement, pas tant que ça, le font de manière réellement authentique. Et les Français sont assez défiants. Les consommateurs français, nous, dans les données qu'on a, sont parmi les plus défiants d'ailleurs au monde. Ils font moins confiance aux entreprises pour délivrer cette valeur-là. Et donc, c'est éminemment important parce que quand on parle d'expérience client, c'est pareil, tout le monde dit on va mettre le client au centre. Hein, on prend nos décisions sur la base du client. C'est dans le discours d'ailleurs plus ou moins réussi de beaucoup de marques. Et on demande aux dirigeants qu'on interroge, et on en a 7 sur 10 qui nous disent oui, 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 on a le support de notre comité de direction, de notre comité exécutif pour mettre en œuvre l'expérience client. Dans les faits, pourquoi est-ce que nous, on estime qu'il n'y a que 5% des entreprises, même un peu moins que ça, 3%, c'est les données 2022, qui sont réellement obsédées par leurs clients? Alors je sais, l'obsession client, ça se traduit mal de l'américain Customer Obsession, et ça paraît un peu too much. Mais c'est l'idée juste de faire plus que de la centricité client, c'est l'idée de transformer vos organisations pour réellement délivrer de la valeur pour le client. Et le problème, c'est que vos organisations ne délivrent pas de valeur à travers leurs produits et leurs services. Je ne délivre pas de valeur à travers ce discours. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments à avoir en tête, et je vais faire l'analogie avec l'événement ici qu'on va vivre ensemble à Biarritz. Premier élément, c'est qu'il n'y a pas forcément une valeur intrinsèque à un discours ou à des produits ou à des services. La perception de la valeur, elle est toujours contextuelle. C'est toujours une perception en fonction d'un usage, et ça dépend d'un contexte et des besoins. Donc certains d'entre vous, peut-être découvrent ce thème de l'expérience client et veulent plein de chiffres, plein d'exemples, etc. D'autres viennent à Biarritz parce qu'ils aiment retrouver leur père, faire la fête, aller à la soirée digitale. Ils viennent ici parce qu'effectivement, après, il y a le déjeuner et qu'ils veulent rencontrer des pairs. OK, très bien. Donc ça dépend d'un élément contextuel. Et c'est la même chose, finalement, pour vos produits et vos services. Le deuxième élément, c'est que la création de valeur, elle se fait toujours en réseau. C'est-à-dire que certains d'entre vous, la valeur qu'ils vont avoir à cet événement, c'est en écoutant tout un tas de discours différents, en échangeant avec leurs pairs d'entreprises, d'industries différentes, plus ou moins avancées, ou en partageant dans les rendez-vous one-to-one avec des fournisseurs de solutions qui vont leur montrer comment exécuter ces éléments-là. Et c'est la même chose. Vos offres et vos services, ils s'inscrivent dans un écosystème. Même si vous êtes McDonald's ou Pizza Hut, si vous êtes livré par Uber Eats, la perception du client total, ce sera la somme des perceptions jusqu'au livreur final. Et puis le dernier élément, c'est que les clients, vos consommateurs, doivent co-créer cette expérience. Vous n'êtes pas là, dans cette salle, les destinataires passifs de mon discours. Certains le sont, j'en vois qui sont en train de multitasker, envoyer des mails, c'est des choses importantes à faire, mais la valeur que vous retirerez du discours dépendra de votre implication, de votre qualité d'écoute. Mais c'est la même chose avec vos clients, parce que finalement, on fait des arbitrages perpétuels quand on est client, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et cette valeur, elle s'articule autour de 4 dimensions, selon nous. La valeur économique, grosso modo le prix et la promotion, et ça prend de plus en plus d'importance. On est quand même en moyenne sur des taux d'inflation qui se rapprochent des 10%. Vous avez une étude qui a été publiée la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, de l'INSEE, qui dit que 4 foyers français sur 5 ont baissé leurs dépenses alimentaires. On ne se rend pas bien compte de ce que ça implique. Je sais que dans cette salle, vous faites probablement des 4 millions de foyers dits préservés, mais ça donne un peu le là de ce qui est en train de se passer. Il y a la dimension fonctionnelle, donc ça, ce sont les fonctionnalités du produit. Ça va être aussi le service client, la façon dont vous allez délivrer finalement la fonctionnalité de vos offres. Et puis, il y a 2 dimensions qui sont un petit peu sous-estimées. La dimension expérientielle, donc là, on est dans l'interaction, on est dans le design, on est dans l'empathie que va avoir la marque vis-à-vis de vous. Et la dimension symbolique, qui se renforce de plus en plus, qui touche finalement aux valeurs,
à la notion de sens, au sentiment d'appartenance. Et on le voit que chaque produit, chaque offre se modélise différemment selon la réponse à ses besoins. Si la seconde main explose aujourd'hui, c'est parce qu'on est très fort sur l'axe économique, parce que c'est moins cher, et que aussi on est très fort sur l'axe symbolique. Le problème, c'est que cette valeur pour le client, elle est délivrée par l'organisation, par différentes entités qui ne sont pas toujours alignées. L'expérience client, parfois, c'est une expérience qui est pensée par une entité séparée, qui n'a pas toujours le pouvoir qu'elle devrait avoir dans l'organisation. Il y a parfois des équipes design, il y a parfois le produit et le prix. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris, mais dans les derniers chiffres qu'on a collectés, il y a 20% des marketeurs qui disent être directement en charge du prix et du produit. Seulement 20%. Hein. C'est quand même hallucinant. Ce sont les éléments de base du mix produit. Et puis moi, quand je discute avec des patrons marketing, souvent ils me disent « Ah ben non, la marque, c'est pas moi, on a une direction de la marque séparée. » Je dis « Ah bon ?» Du moment que vous vous entendez bien et que vous arrivez à créer de la valeur pour le client, c'est très bien. Mais en général, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage entre l'expérience de marque, l'expérience perçue par le consommateur, et puis aussi l'expérience du collaborateur qui contribue à délivrer cette expérience de marque. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à réconcilier, à réduire ce fossé. Et il y a des mécaniques très intéressantes entre l'ARH et le marketing. On voit souvent ça dans l'intersection de la communication interne ou sur la marque employeur. Mais c'est les mêmes mécaniques d'acquisition et de rétention à la fois des clients et des collaborateurs pour en faire des ambassadeurs de la marque. Et ça suppose une transformation client. Et bien souvent, je le disais, les équipes ne sont pas alignées. Dans les données qu'on collecte, que ce soit au niveau mondial ou en Europe, il y a souvent une direction séparée de l'expérience client, avec un Chief Experience Customer Officer. Parfois, en à peu près 15% des cas, apporte directement au PDG, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'en général, ça accélère la transversalité dans les organisations. Mais l'enjeu, c'est pas, et je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des guerres politiques internes dans toutes les entreprises et des luttes de pouvoir, mais ce n'est pas un enjeu d'organigramme, c'est un enjeu de transformation de l'entreprise. Et pour ça, c'est vraiment un défi d'aller implémenter cette symétrie des attentions et d'en faire une discipline business. Et ça suppose de mettre la culture, c'est en général le changement d'état d'esprit qui est le facteur clé de succès numéro 1 pour transformer toutes les organisations, et d'acquérir un certain nombre de compétences qui sont parfois éloignées du marketing. Le design, c'est bien plus que l'UI ou l'UX, c'est la conception même des offres. Et pour faire ça, il faut avoir une vision assez audacieuse. Et cette vision audacieuse, elle consiste à faire la révolution par les parcours clients. On a publié plusieurs études autour de cette notion-là, parce que c'est selon nous, cette approche des parcours clients, la seule façon de réellement comprendre ce que veut le consommateur. C'est-à-dire quelle est son intention, quel est son contexte et quelle est son émotion. Et c'est ça qui permet d'activer de la valeur pour le client, pour chaque client. Et c'est ça qui délivre de la valeur pour l'entreprise. Forrester mesure ça depuis des années, mais il n'y a pas que nous qui le disons. Parmi nos clients dans les cabinets de stratégie importants, le BCG dit ça permet en moyenne, quand on fait ça à échelle, de réduire les revenus de l'ordre de 10%, 10-15%, d'augmenter les revenus, de réduire les coûts, pardon. C'est de l'ordre de grandeur, mais ça suppose de faire ça à échelle. Et ça suppose surtout de changer le modèle économique et le mode opératoire. Je disais tout à l'heure, vos produits, vos solutions s'inscrivent dans un écosystème plus large avec pas mal de parties prenantes. Et puis ça suppose d'avoir une transformation pluriannuelle. Ça met du temps, ce type de projet. Et donc ça suppose aussi, et j'insiste là-dessus, parce que c'est le facteur clé de succès le plus important, de changer l'état d'esprit des entreprises. Et il y a certaines sociétés qui font ça mieux que d'autres. Nissan, par exemple, quand le patron de l'expérience client est arrivé il y a quelques années, il a dit « on va faire ça en cercle concentrique. On va faire ça en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on va mettre tout le monde d'accord. On va avoir le langage commun sur ce que c'est qu'une persona, qu'est-ce que c'est qu'un parcours client, qu'est-ce que c'est qu'un moment de vérité, quels sont les vrais pain points que nos clients ont. Et on va socialiser, évangéliser ce discours de l'employé en contact avec le client jusqu'au board et au comité de direction. Deuxième étape, on va s'assurer que différentes business units travaillent entre elles sur des projets cross-fonctionnels et délivrent de la valeur pour le client, mais aussi pour l'entreprise, et mesurer ça étape par étape. Et ensuite, c'est là où on va pouvoir avoir un budget d'investissement pluriannuel. Et la troisième étape, le troisième cercle concentrique,
ça va être finalement d'inclure l'écosystème, les fournisseurs, les partenaires, les dealers, les garagistes. Ils ont fait ça plutôt bien. Et on a pas mal d'études de cas qu'on a publiées sur la plateforme Forrester sur les sociétés qui ont réussi à faire ça. Mais vous allez me dire, oui, mais la route que tu décris là, elle est un peu sinueuse, elle est un peu escarpée. C'est plus une route de montagne qu'autre chose parce qu'on a beaucoup de difficultés à faire ça. Et je ne suis pas naïf. On interroge souvent les directeurs marketing et on leur pose la question, c'est quoi vos défis, c'est quoi vos difficultés? Ça ne change malheureusement pas tant que ça d'année en année. Le numéro 1 en termes d'exécution, c'est la personnalisation. Le numéro 2, c'est la capacité justement à avoir les bons insights collaborateurs pour prendre des décisions, les bons insights clients. Et puis le troisième, qui est de plus en plus difficile, c'est la qualité de la donnée. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un univers cookie-less, parce que la donnée, elle n'est pas toujours raffinée, elle est silotée, donc c'est bien joli de vouloir faire, entre guillemets, de l'intelligence artificielle et de délivrer des expériences invisibles, comme je vous disais tout à l'heure, mais si on n'a pas fixé ça, ça va être difficile. Et la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde en crise multiple, j'ai envie de dire. Ce petit visuel qui n'est pas de Tom Fishburne, mais qui est d'un autre auteur qui a publié ça en mars 2020, juste au début du Covid. Il disait, voilà, on va se prendre plein de vagues qui vont arriver. Et la récession, heureusement, les gouvernements ont pris un certain nombre de mesures, mais elle s'accélère avec la crise en Ukraine aussi, surtout. Elle se combine finalement avec la crise énergétique et on voit que tout est lié avec la crise climatique. Et donc, la difficulté et le réflexe qu'ont bien souvent des dirigeants, c'est de dire, et là je reviens à Tom Fishburne, c'est OK, on gèle, on réduit les coûts, on arrête d'investir dans le test and learn, on arrête d'investir dans on ne sait pas trop ce que ça va nous rapporter. L'expérience client, c'est bien joli, mais ça rapporte combien? La marque, c'est bien, la rétention, c'est bien, mais moi, je veux acquérir des clients. Et donc, on fait les erreurs classiques qu'on fait déjà. On surinvestit en acquisition et on sous-investit en rétention. Et on continue à le faire encore plus. Et donc, se pose la question du retour sur investissement. Et oui, comme toujours. Et comment on fait ça? Eh bien, il faut montrer le retour sur investissement de l'expérience. Et nous, chez Forrester, on pense qu'il faut aller au-delà de la simple logique de l'advocacy, d'un NPS, qui est une photo à un instant T, mais qui vous n'explique pas les drivers, finalement, de l'expérience client sur l'ensemble des canaux. Il faut lier ça à la capacité à faire de l'upsell et du cross-sell, à la rétention client. Et quel que soit l'agrégat, le KPI que vous utilisez, le lier à des KPI business. Est-ce que ça me permet de baisser le churn? Est-ce que ça me permet d'augmenter les revenus? Et c'est ça qui permet de dégager réellement des budgets. Alors vous allez me dire, oui, mais là, du coup, tu parles justement ROI, valeur pour le client, valeur actionnariale. Tu ne parles pas de valeur pour le client. Et c'est vrai que la notion de valeur, elle est protéiforme. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite à le lire, Mark Carney, ancien banquier, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et aujourd'hui parmi les personnes les plus actives sur le financement aux solutions liées à la dégradation de la planète. Pourquoi? Parce qu'on est en transition finalement vers un univers dont on espère qu'il va être pas simplement vers une logique actionnariale, mais vers une logique de valeur pour les parties prenantes, pour les collaborateurs, pour la société civile, où on est finalement sur un univers, on en parle beaucoup en ce moment, d'ultra-consommation, de consumérisme, à un univers plus frugal, plus sobre, à une économie moins linéaire et plus circulaire, à une approche basée moins sur la propriété et plus sur l'usage, et finalement moins sur l'engagement et plus sur la confiance. Ça ne veut pas dire fondamentalement que le marketing, l'art et la science du marketing, va fondamentalement changer. Le marketing, ça reste, jusqu'à nouvel ordre, la compréhension fine des besoins, des attentes, des émotions, des comportements du consommateur. Sauf que le directeur marketing, c'est un peu comme un buvard. Il doit appréhender ça dans le cadre de la société, dans les tendances sociétales plus larges. Il définit une stratégie de marque et il fait en sorte de livrer une bonne expérience client. Donc ça ne change pas fondamentalement. En revanche, si on veut parler de marketing durable, ce qui compte, c'est d'activer un certain nombre de nouveaux leviers. Je vais en partager 6 avec vous et donner quelques exemples de sociétés qui font ça. Le premier, c'est la notion de purpose. On en parle beaucoup, et beaucoup d'entreprises à mission. On en parlait hier avec Fanny Auger de Bicorp, et c'est très bien, et c'est tant mieux. Mais ça prend du temps de mettre ça en place. Moi, les directeurs marketing avec qui j'ai échangé, ils m'ont dit,
c'est 18 à 24 mois, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord au board, au comité de direction. Il faut partir de l'ADN, de la valeur de l'entreprise, traduire ça sur ce que ça veut dire sur le portefeuille de marque. Ensuite, sur chacune des marques, il faut dire quels sont les attributs de la marque. Et puis après, il faut traduire ça dans une vision de l'expérience client, une vision cible auquel les collaborateurs vont pouvoir adhérer. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, il faut l'activer concrètement dans le parcours client, dans les moments de vérité. Donc ça prend un petit peu de temps. Il y a des sociétés qui font ça bien. Je n'ai pas le temps de développer là, mais ce que fait par exemple Decathlon avec son programme de fidélité où ils injectent de la RSE dedans, ça marche plutôt bien. Le deuxième élément, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire comment je mesure aussi la valeur avec les externalités négatives. Et L'Oréal fait ça plutôt bien. Ils ont un outil qui s'appelle SPOT, Sustainability Product Optimization Tool. Et ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont mesurer l'impact, pas simplement l'impact carbone, mais l'impact de la consommation d'eau quand vous utilisez un shampoing, l'impact sur la biodiversité. Et ils vont rendre, pour un certain nombre de marques, à commencer par Garnier, cette information accessible aux clients. Et l'enjeu derrière, ça va être surtout d'intégrer ça dans les modèles économiques, de dire est-ce que oui ou non, dans mon business model, ça a du sens que je lance une nouvelle offre, un nouveau produit. Le marketing, ce n'est pas que du lead generation et de la visibilité et de la pub. C'est d'abord et avant tout de définir l'offre et les marchés adjacents vers lesquels on veut aller. Et cette mesure de l'externalité des valeurs, c'est ça qui va permettre aussi d'aller vers un marketing plus durable. Le troisième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, le design, c'est bien plus que l'UI et l'UI, c'est finalement la compréhension de l'intégralité du cycle de vie du produit, du sourcing des ingrédients jusqu'à la livraison chez vous et à l'usage. Le packaging qui est employé, est-ce que vous utilisez du plastique, etc. etc. Et là-dessus, pareil, il y a quelques sociétés dont on peut quand même s'inspirer. Ikea, ça fait plusieurs années qu'ils ont intégré la sustainability comme l'un des piliers de ce qu'ils appellent le democratic design. Et je pense qu'on peut s'accorder à leur donner le crédit d'avoir plutôt un bon design. Donc, il y a des best practices à observer un petit peu partout. Le quatrième pilier, c'est la co-création. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est de plus en plus important, évidemment avec le client, mais aussi avec le collaborateur et la société civile. Le cinquième pilier, qui est vraiment important, c'est la notion de science cognitive, de comportement du consommateur, la fameuse théorie du nudge. Alors, je pourrais vous en parler, mais quelqu'un le fera mieux que moi. Vous aurez la chance, je crois, cet après-midi, quand vous regarderez vos programmes, de voir l'intervention de Laurence De Villers. J'espère que je n'écorche pas son nom parce que je ne l'ai pas rencontrée, mais elle est professeure d'intelligence artificielle au CNRS et je crois qu'elle va parler de ça et du nudge. Et c'est vraiment important parce qu'il faut accompagner finalement les consommateurs dans leur comportement. Tous, on veut un monde un peu plus vert, mais on a parfois un certain nombre de dissonances cognitives parce qu'on n'a pas toujours les moyens de s'acheter des produits plus verts ou parce que parfois, comme tout un chacun, on est flemmard et on va prendre la voiture là où on ne devrait pas la prendre, entre guillemets. Et puis le dernier élément qui me paraît important, c'est de passer du storytelling au story making. Et ça veut dire qu'il faut revisiter le storytelling. Et je vais juste donner quelques exemples parce que demain matin, je sais qu'avec Fanny Auger, qui est directrice de la marque, après-demain, qui est directrice de la marque Nature et Découverte, pas dire de bêtises, vous allez rentrer dans le détail de ce sujet-là. Mais ça veut dire changer finalement, avoir un message positif sur le climat qui est différent et aller à l'encontre d'un certain nombre de stéréotypes. Et vous allez voir que de plus en plus, les marques vont s'abstraire d'un certain nombre d'influenceurs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire Kylian Mbappé et le PSG et le train pour Nantes, mais c'est d'un ridicule qui fait que malheureusement, et pourtant c'est quelqu'un, je pense, de très intelligent, s'il ne fait pas attention à ça, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Il faut véhiculer un imaginaire différent et la SNCF le fait plutôt bien avec ses campagnes. Et vous, en tant que directeur marketing, les influenceurs avec lesquels vous travaillez, les agences avec lesquelles vous travaillez, ont un rôle parce que la pub a toujours eu un rôle dans la notion même de... Il y a une influence forte sur la culture et sur l'imaginaire qu'on véhicule, ne serait-ce que, je te regarde à dessein, sur l'émission fameuse culte Culture Pub avec Christian Blachas. Et juste un exemple, ça pourrait être cette pub qu'a fait la région Bretagne. Alors ok, je suis d'accord, l'eau est un peu plus froide qu'aux Seychelles, mais ça permet quand même de véhiculer un autre imaginaire et vous avez une responsabilité en tant que directeur marketing sur ce sujet-là. Je vois qu'à l'instant, ça vient de biper, ça veut dire que j'ai dépassé mon temps, ce que je fais tout le temps. Donc je vais résumer en 3 points que je voudrais que vous reteniez de ce discours. Premier élément, il faut redéfinir, repenser la notion de valeur et se centrer sur la valeur
pour le client. Et après seulement, effectivement, mesurer le retour sur investissement de l'expérience, ce que peu de sociétés arrivent à bien faire. Le deuxième point, c'est que c'est une transformation d'entreprise. C'est une transformation culturelle des organisations. Et la meilleure façon, c'est d'avoir l'audace de faire la révolution, entre guillemets, par les parcours clients. Et le dernier élément, si vous voulez avoir un marketing durable, c'est d'essayer d'activer au mieux les 6 leviers que je viens à l'instant de décrire. Alors, je n'aurais pas tout à fait fini cette présentation si je ne rebouclais pas sur ce que je vous avais dit au début, un petit rewind, une des 7e vies de Jean-François Degnaud. Il a été écrivain et il a été à l'Académie française. Il a été aussi marin et navigateur. Il a écrit, il faut quand même avoir beaucoup de courage, on va l'entendre d'ici peu, pour traverser l'Atlantique en solitaire. Il a écrit 2 livres qui racontent ça, L'Atlantique est mon désert et La mer est ronde. Et ça me paraît une bonne transition pour passer la main à Sonia qui va vous présenter l'intervenant suivant. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Bon séjour. Merci Thomas. Donc comme on aime bousculer un petit peu les choses, on a envie de vous faire réfléchir, de vous bousculer dans ce que vous êtes personnellement et aussi la façon dont vous pouvez agir au niveau professionnel. Et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne que j'ai découverte hier soir, qui nous a fait vibrer, qui va vous faire vibrer, je pense bien. Une navigatrice hors pair, féminine, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Et donc, je crois qu'on part d'abord sur la vidéo avant que Peggy Boucher vienne sur scène. Cette nuit, il y a à peu près 30 000 vents. Donc une mer de 5 voire 6 mètres. La VGRC. Et voilà, bon, je vous laisse, j'ai du boulot, moi. J'ai de la route à faire encore. Et j'ai mal au dos, comme pas permis. Mais à part ça, tout va bien. Je viens de passer la mi-parcours, voilà. Ce qui a été l'obsession de près de 24 jours de mer. Je tiens le bon bout de traverser l'Atlantique pour une ligne. Ouais. Tu vois, je
Peggy, Peggy, Madame, quelle audace. C'est à toi maintenant. Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Okay. Je suis ravie d'être parmi vous. Ravie aussi, comme vous, de voir la vie en hausse. Et comme vous allez pouvoir le constater à travers mon discours, en fait, vous allez tous aussi pouvoir traverser votre Atlantique. Donc tout a commencé il y a une bonne quarantaine d'années maintenant, à Évian. Je suis née et j'ai grandi sur les bords du lac Léman. Donc c'est vrai qu'à la base, rien ne me prédestinait à me lancer dans une aventure comme celle-ci. À l'âge de 8 ans, en fait, j'étais fascinée par une émission télé, que peut-être certains en tout cas se souviennent, qui s'appelait Les Carnets de l'aventure. J'étais très admirative de ces explorateurs, de ces marins, de ces navigateurs, de ces alpinistes. Et j'avais dit à mes parents, un jour, je serai une aventurière. Ils m'ont dit, mais bien sûr, ma petite Peggy, passe ton bac d'abord. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'avais cette espèce de soif d'aventure, de soif de la vie, de liberté. Mes parents l'ont vu assez rapidement. Et mon papa m'a fixé au-dessus de mon petit bureau, en fait, une phrase qu'on a vue tout à l'heure, qui est la fameuse phrase de Sénèque. Cette phrase, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et cette phrase a changé ma vie parce que j'ai compris dans la tête de l'enfant de 10 ans que j'étais qu'on ne naissait pas audacieux, qu'on le devenait. L'audace se conquiert. Ce qui est important, c'est de donner cette impulsion, c'est de faire ce premier pas. Après, tout n'était qu'une question de courage, de détermination et de ténacité. À 18 ans, je me découvre une passion pour la mer, à travers les ouvrages maritimes de Tabarly, Moitessier. Florence Artaud est arrivée en tête de la route du Rhum. Elle a été pour moi une sorte de rôle modèle. Et je fais aussi la connaissance de celui qui allait par la suite devenir mon mentor, et pas des moindres, qui s'appelait Olivier de Kersauzon. Il était en plein préparatif du trophée Jules Verne, le tour du monde en moins de 80 jours. Et quand je suis allée le voir à Concarneau, donc dans le chantier, et j'ai été conquise, en fait, évidemment, par le personnage qui était tout aussi passionné que passionnant, mais surtout, en fait, par l'engagement de son équipe, l'engagement d'Olivier. Et j'ai été touchée, en fait, par l'énergie qu'il dégageait, tous. Le côté humain, le côté maritime, le côté technique. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma propre aventure. Et je n'avais pas envie d'attendre encore 20 ans. Donc j'avais cette espèce de incandescence côté de l'intérieur. Et petit à petit, eh bien, je me suis rapprochée de la mer. Donc j'ai fait des études de droit et gestion donc, à Grenoble, mais j'avais vite envie d'aller rejoindre l'océan. Je suis allée préparer un master en Angleterre en shipping et management, donc tout ce qui était maritime. Et là, en fait, dès que j'avais l'opportunité, j'allais naviguer 2-3 fois par semaine. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Bon, la météo, c'était un peu la Bretagne en pire, quoi. Mais enfin, c'était quelque chose, en tout cas, qui ne me faisait pas peur. Et puis, à l'issue, en fait, de ce diplôme, j'étais pas très pressée, je dois dire, en fait, de rentrer dans le monde du travail. Et je m'étais laissée encore une année de diplôme, en fait. Donc, tout bonnement, je me suis dirigée à Brest. Donc là, j'ai préparé un master en management. Et c'est là que tout a commencé. Puisque un jour, en séchant un cours de gestion, comme ça m'arrivait assez souvent à l'époque, j'arrive chez moi, là, j'allume la télévision, je tombe sur un documentaire. C'était la traversée du Pacifique à la rame. Et là, c'était le coup de foudre. Pas pour l'homme, en fait, mais pour son aventure. J'ai été extrêmement séduite, touchée, en fait, par sa pugnacité, par sa détermination et sa combativité. Et là, je me suis dit, voilà, je la tiens, cette aventure. Parce qu'elle représentait en tout point la notion, justement, de l'aventure avec un grand A, à la fois la noblesse de l'effort, il y avait à la fois aussi ce côté rapport très rustique, très authentique à la mer et aux éléments. Et puis j'ai très vite compris, en fait, que ça n'existait pas non plus des gros bras, ni une expérience extraordinaire, contrairement à la voile, où là, il faut vraiment des années pour faire quelque chose de grand et de beau. Et il y avait surtout aussi ce côté qui, moi, me touchait beaucoup, c'était ce côté pionnier. Parce que je savais qu'en 2000 ans, aucune femme n'avait tenté une traversée comme celle-ci. Et pour moi, ça a été vraiment une motivation supplémentaire. Et là, pour ça aussi que je me suis dit, elle est pour moi, cette aventure. Mais entre le moment où on se dit, pourquoi pas moi,
Et le moment où on passe à l'acte, on passe à l'action, je savais que ça allait durer des semaines, voire peut-être des mois de préparation. Parce que comme vous pouvez vous en douter, on ne traverse pas l'Atlantique à la rame en achetant une licence d'aviron, ça se saurait. Donc j'étais partie sur les préparatifs. Tout de suite après mon diplôme, en fait, je suis embauchée à Paris. J'étais ingénieur financier export, donc dans un grand groupe chez Alcatel. Et là, j'ai été, dès que j'avais un moment, j'ai fermé mon bureau. Et puis, je commençais en fait à donner des coups de téléphone pour chercher ce qu'on connaît tous, le nerf de la guerre. J'étais assez confiante, en fait, je veux dire. Parce que je me suis dit, je suis une femme. En termes de communication, marketing, ça peut être assez catchy. Je suis jeune. J'avais 23 ans. Et quand on a 23 ans, on a l'énergie nécessaire pour soulever des montagnes, pour mobiliser, en fait, l'énergie. Et très vite, les premiers rendez-vous avec les directeurs de communication se sont soldés en fait par des remarques. Si vous étiez ma fille, je ne vous laisserais pas partir. Ou alors encore par rapport à mon physique, en me disant, de toute façon, vous avez des bras à soulever des cotons-tiges. Donc jamais vous n'y arriverez. Et là, ça a été un peu la douche froide. Parce que moi qui pensais que c'était qu'une simple formalité, cette recherche de financement, ça allait devenir véritablement, et je pèse mes mots, une galère. Donc cette galère, il fallait réagir très vite. Donc le soir, je rentrais, j'étais complètement démoralisée par ce que j'avais entendu. Le lendemain, je regardais ma carte de l'Atlantique qui était tellement loin de moi. Et je savais qu'il fallait que je me rapproche très très vite. Donc à l'issue de chaque rendez-vous, j'essayais d'être dans une phase de progrès. En tout cas, de savoir qu'est-ce qui avait péché. Où est-ce que je n'avais pas été bonne, où je l'avais été. De façon à toujours essayer en tout cas de m'améliorer. Et ce qui ressortait malheureusement à l'issue de chaque en fait, rendez-vous, c'était mon manque d'expérience de la haute mer. Donc j'ai décidé de pallier en fait, à ce souci. Donc j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur financier et je me suis inscrite sur les bourses des équipiers pour traverser l'Atlantique à la voile, en équipage. Là j'étais heureuse d'embarquer. J'étais la seule femme sur un bateau de 4 personnes. Très vite je me suis rendu compte de la place des femmes à bord. C'était un peu la cuisine et le ménage, c'est un peu comme à terre en fait, quoi, mais... Et très tôt, en fait, le skipper n'a eu de cesse de me répéter tous les jours que j'étais physiquement pas au top, pas au point, que j'étais trop frêle, que j'avais pas d'expérience de la haute mer et que mon projet était voué à l'échec. Donc tous les jours, comme ça, pendant à peu près plus de 2 semaines. En temps habituel, j'aurais évidemment bien répondu, mais là, je me suis tue parce que j'étais à bord pour une chose, observer et surtout apprendre. Donc, j'ai appris. Ça a été extrêmement riche. Et donc, à l'issue de cette traversée, comme on dit l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné, je peux vous dire que ça m'a confortée dans mon idée de partir toute seule. Ça. Et donc, une fois donc, de retour à Brest, je continuais ma recherche de sponsors, toujours, comme tout le monde sait ce que c'est que de rechercher des fonds. Et puis à un moment donné, mes économies fondaient comme neige au soleil. Je ne pouvais plus payer ma note de téléphone, plus payer mes dossiers sponsors. Donc je me suis retrouvée à sec financièrement. J'étais beaucoup trop fière pour demander quoi que ce soit à mes parents. Donc je suis allée à l'agence d'intérim à côté de chez moi. Je dis voilà, j'ai un bac plus 5, est-ce que vous pourriez m'offrir, en tout cas dans l'urgence, comme travail. Et on m'a dit, écoutez, il n'y a rien. La seule chose qu'on puisse vous proposer, c'est de déplucher les brocolis à côté de Brest. Alors, ce n'était pas le job de mes rêves, ça. Je dois dire que ce n'était pas le job que j'avais imaginé. Et je l'ai fait. Donc, on se retrouvait à 4h du match jusqu'à 13h. Et en fait, quelque part, ça a été pour moi une expérience extrêmement riche, extrêmement... pleine d'initiation, pleine de belles leçons de vie. Je me suis retrouvée avec des gens en fait, qui faisaient ce même métier, parce que personne ne choisit de travailler à la chaîne. On le fait parce qu'il faut remplir le frigo, parce qu'il faut payer les frais de scolarité de ses enfants. En fait, quelque part, je me suis dit que mon Atlantique serait toujours plus facile que le leur, parce que j'en avais choisi mes contraintes. Et j'étais très respectueuse de ces personnes, parce que, quelque part, ils avaient cette espèce de dignité silencieuse. Et souvent, pendant que j'étais en mer, par la suite, j'ai pensé à ces gens-là, à toutes les valeurs aussi qu'ils véhiculaient, l'abnégation qu'il faut au quotidien. Et pour moi, ça, c'était important d'avoir justement ces valeurs et ces points d'ancrage.
Donc tout de suite après, j'ai dû retravailler, renvoyer des CV. Je me suis retrouvée responsable logistique France chez 3M. Je dirigeais une équipe de 9-10 personnes. Et la fin 97, ça a été le superbe cadeau de Noël pour moi. Nettement moins pour ma famille, puisque j'ai trouvé un sponsor. Donc c'était Sector, qui était le spécialiste du No Limit, enfin, un peu comme aujourd'hui le truc Red Bull, voilà. Et donc là, ça a été un moment fort. Donc j'ai annoncé que je démissionnais de mon poste. J'ai créé ma société. J'avais mon équipe. Et puis surtout, c'est qu'on avait un timing qui était très short, parce qu'on avait exactement 45 jours pour finaliser l'aspect technique et l'aspect communication du projet, parce qu'il fallait à tout prix en fait, que je parte des Canaries avant la mi-mars pour éviter en fait, toute cette période de cyclone à l'arrivée aux Antilles. Donc on avait coutume de dire un peu entre nous au mois de janvier que tout n'était pas prêt, mais nous on était prêts à tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, le 10 mars 1998 sur la ligne de départ. C'est un moment assez incroyable, un moment assez inoubliable parce que ça a été 2 ans d'efforts, 2 ans de sacrifice. Et puis surtout aussi, c'était beaucoup de fierté. Et je pèse mes mots parce que je pense que c'est important de dire qu'on est fier. Fier de ce qu'on a fait, fier de ce que son équipe a pu faire aussi avec nous. Et c'est vrai qu'on a travaillé d'arrache-pied, c'était de 6h, voire 5h du matin jusqu'à 1h, 2h du matin, parce qu'on était limite en termes de timing. On avait tellement de réglages à faire. Il y avait après tout ce qui était installation, électricité, sécurité, marquage, préparation à la conférence de presse, tout ça, autant de paramètres. Plus après les soucis aussi qu'il faut savoir gérer au niveau des contrats. Enfin, il y avait moult en fait de détails que je n'avais même pas imaginé au départ. Et puis donc, ce 10 mars, c'était enfin la concrétisation. C'était une autre aventure qui commençait. Cette fois, celle-ci était un peu plus individuelle. Tout se passait bien en fait jusqu'à ce 10 mars, jusqu'à ce 29 mai en fait 1998. J'ai parcouru près de 5500 km à bout de bras, 79 jours de mer. Je suis seulement à 120 km de l'arrivée. J'ai perdu pas moins de 15 kilos. J'avais hâte d'en découdre. C'était une traversée qui était assez éprouvante, avec plein de surprises, plein de moments aussi d'exaltation. Tout se passait bien. J'avais en revanche une mère qui était extrêmement formée. J'étais en train de filmer à l'aube et de confier à la caméra. Jamais j'ai vu la mer comme ça, avec une lumière presque apocalyptique. Et puis j'avais hâte d'en découdre. J'ai rangé la petite caméra. Et puis au moment en fait, où j'ouvrais le panneau de pont, parce que j'avais des creux de 7-8 mètres, donc c'était assez éprouvant. Et j'entends un vrombissement par l'arrière tribord, et là je regarde et je vois une déferlante, comme une sorte d'avalanche liquide. Et en l'espace d'un quart de seconde, en fait toute ma vie a changé. Je m'étais prête, je m'étais préparée pour couper ma ligne d'arrivée un peu plus de 30 heures plus tard. Et là je me retrouve coincée sous mon embarcation à cause de ma ligne de vie. Ma ligne de vie, c'était mon harnais, c'était celle qui était censée me sauver la vie, au cas où je passais par-dessus bord. Et là, en fait, le bateau s'est retourné. Et en fait, la ligne s'est emmêlée, en fait, dans les taquets. Et moi, j'étais dans la capacité totale de remonter à la surface pour respirer. Donc là, ça a été le moment de panique, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, il a fallu reprendre ses esprits rapidement, prendre une décision, vite, me retrouver au niveau du mousqueton pour me désolidariser du bateau, parce que sinon, je perdais la vie. Donc, je me suis désolidarisée du bateau. Je suis vite remontée à la surface parce qu'1 minute et demie sans respirer, surtout quand on est en panique, c'est très dur, comme on peut l'imaginer. Et une fois à la surface, eh bien, un triste constat. Le bateau à l'envers, le panneau de pont ouvert, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur. Et en fait, il y avait un effet de ballast. Donc, je ne pouvais plus remettre le bateau à l'endroit. Donc ma ligne d'arrivée, qui était l'objectif pendant ces 2 ans de préparation, ces 79 jours de mer, eh bien en fait, c'était plus du tout à cet instant-là la priorité. Ma priorité dorénavant, c'était de survivre. Donc je suis vite allée chercher ma balise de détresse. Je l'ai déclenchée, je me suis mis à califourchon sur la coque de mon bateau retourné. Et puis je me suis dit, je suis à 120 mètres des côtes, à 120 km des côtes, donc je pense que d'ici 1 heure ou 2, en fait, je devrais être récupérée. Et puis 1 heure passe, 2 heures, rien. Toutes les 30 secondes, je me prends des paquets de mer. Donc j'ai une main pour me tenir à mon bateau et l'autre pour tenir la balise. Et là, je commence à avoir vraiment peur. Parce que je ne suis pas sûre que les secours
en fait, et détecter le signal de ma balise de détresse. Donc, j'imagine le scénario du pire, c'est-à-dire qu'il n'ait pas eu ce signal. Donc, je savais que j'en avais une seconde dans la partie immergée de la cabine. Mais ça voulait dire plonger, ça voulait dire prendre le risque aussi de se faire assommer à l'intérieur. Comme vous l'avez vu, c'est extrêmement exigu. Donc, de toute façon, je n'avais plus rien à perdre. Donc, je me suis préparée donc, à plonger. À chaque fois que je devais plonger, j'étais obligée de regarder la hauteur des vagues pour éviter de me faire assommer à l'intérieur. Et au moment où j'allais plonger, je commence à voir 2 requins, donc de 4 mètres. Donc moi, à la base, j'ai peur des poissons. C'est assez antinomique, mais à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quelle est la priorité? Est-ce que c'est de gérer la peur des poissons ou est-ce que c'est d'aller chercher cette balise, quoi? Donc, j'ai été plutôt rapide sur la prise de décision, donc j'ai plongé. Je suis allée chercher ma balise, et ma balise, il leur a fallu près de 20 plongées, en fait, pour enfin pouvoir la récupérer, parce que c'était confus dans ma tête, c'était dans l'obscurité, avec la peur des vagues, avec la peur des requins. Donc c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée au bout de cette 20e fois. Et je suis remontée donc de nouveau à Califourchon sur la coque de mon bateau retourné. Et puis j'ai attendu. Il se passe 3, 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures. Et là j'ai peur, parce que plus les heures passent, et plus le bateau est bas sur l'eau. Et je me dis à un moment donné, il va sombrer. Donc il va falloir vite que je trouve une solution. Ça a toujours été dans ma logique et ça a toujours été aussi dans mon état d'esprit. Quand il y a un problème, il faut vite que je trouve une issue, en tout cas. Et donc j'avais besoin en fait à ce moment-là, c'était d'espoir. Et la seule chose qui pouvait m'en sortir, c'était de trouver cette solution. Et ce que j'avais imaginé à l'époque, c'était de prendre mes 3 paires d'avirons en carbone, de les assembler les unes aux autres, et de chaque côté de mettre un sac en fait étanche que j'aurais gonflé préalablement. Alors ça peut sembler un peu dérisoire comme ça, mais je pense que d'une certaine façon ça l'était, mais j'avais juste besoin de me dire j'ai une solution à ce moment-là. Et donc 8 heures se passent, j'entends en fait un vrombissement et là j'ai compris que c'était un avion. Donc je commence à faire des gestes, l'avion arrive mais ne me voit pas. Donc là c'est un grand moment de solitude. Je savais que j'avais encore une seconde. Comment ça s'appelle? Du coup, j'étais perturbée avec le chronomètre. Je savais en fait que j'avais peut-être encore une seconde chance qu'il arrive. Au bout d'un quart d'heure, rien ne se passe. Une demi-heure, enfin, j'aperçois un autre avion. Donc, j'ai plongé pour chercher des balises, des fumigènes et des fusées éclairantes. Et là, j'ai tout envoyé. C'était un peu le 14 juillet. Donc, l'avion m'a retrouvée et j'ai été secourue donc par ce cargo, donc qui faisait à peu près 280 mètres de long. Et la récupération a duré à peu près 2 heures. Une fois à bord, en fait, j'ai été accueillie un peu comme une petite princesse, parce qu'il a fallu quand même, non sans mal, que je monte ces 20 mètres de foutue échelle de corde, parce que j'ai le vertige. Et quand je suis arrivée à bord, le capitaine il m'a dit « Mais depuis combien de temps vous êtes en mer? Ça fait combien d'heures que vous attendez ?» Je dis « Non, ça ne fait pas des heures. » Je dis « Ça fait 79 jours. » Il dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Enfin, il n'arrivait pas. Il me dit « J'ai traversé l'Atlantique à la rame. » Il me dit « Bon, on va boire un coup, ça ira beaucoup mieux. » Il m'a pris pour une extraterrestre. Et donc, à bord, j'ai été accueillie comme une petite princesse, avec toutes les choses que j'avais manqué pendant ces 3 mois, près de 3 mois de mer. Et ensuite, le bateau faisait route vers les États-Unis. Donc, j'ai eu mon équipe sur place, qui est un peu mon bateau à terre, et donc qui s'est occupé aussi de mon rapatriement. Donc, aux Antilles, on avait contacté les gardes-côtes américains, qui étaient sur zone en exercice. Et ensuite, donc, ça a été l'accueil aux Antilles. Rien à voir avec ce que j'avais imaginé pendant ces 2 ans. En fait, je m'étais tellement projetée, arrivée avec mon petit bateau à Pointe-à-Pitre. Et en fait, là, j'arrive avec les gardes-côtes. Quelque part, j'avais honte. Honte parce que dans ma tête, j'avais failli à ma promesse. Mais en revanche, j'avais cette fierté d'avoir ouvert une voie aux femmes, d'avoir pu montrer que c'était possible. Et ça, pour moi, c'était assez fort. En revanche, la première question d'un journaliste français au téléphone, c'était « Après cet échec, comment vous sentez-vous » Donc, pour moi, ça n'a jamais été un échec dans ma tête, parce que pour moi, c'était une victoire inachevée. Donc, c'était quelque chose, je pense que si j'avais été aux États-Unis ou même au Canada, jamais, en fait, on aurait dit que c'était un échec. Pas quand on a passé 79 jours de mer et qu'on chavire la veille de l'arrivée.
Donc c'était un petit peu dur à avaler. Bon, c'est pour ça que j'ai mangé. Bon, ça c'est juste pour dire que si ça peut vous intéresser, surtout vous mesdames, d'avoir un beau bronzage avec la vue sur la mer et une petite cure pour perdre 15 kilos, c'est l'idéal. En fait, les jours passent et je sais très bien, au fond de moi, que sur ces 79 jours, mais surtout sur ces 5500 km, il en manque 120. Et ces 120, c'était surtout les meilleurs et j'en avais été privée. Et j'étais capable de le faire. Donc, je me suis dit, c'est pas moi de rester justement sur cet échec ou sur cette victoire inachevée, je dois recommencer. Donc, j'ai été fortement encouragée par Olivier de Kersauzon à sa façon, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le roi de la pédagogie. Hein, donc. Mais en tout cas, il m'a vivement encouragée à repartir. Et pour moi, c'était important parce que je me suis dit, si je ne recommence pas, tout ce que j'entreprendrai par la suite, j'aurai cette espèce de frein. Ce frein de me dire, j'ai failli réussir. Donc, j'ai décidé de repartir 6 mois après. Ça voulait dire repréparer l'ensemble d'un projet, remobiliser une équipe. Parce qu'une aventure, c'est une entreprise. Donc, j'ai dû procéder aussi à des changements au sein même de l'équipe. Il a fallu améliorer, il a fallu aussi débriefer, il a fallu aussi tirer profit de ces échecs. Qu'est-ce qui a été bon, où est-ce qu'on a été mauvais. Donc ça a été pour moi extrêmement riche. J'ai transformé donc ces obstacles, ces échecs en opportunités d'apprentissage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc 18 mois plus tard en train d'attendre le container de mon petit bateau. Donc voilà tout ce qui rentre dans une petite embarcation. Donc ça demande beaucoup de préparation en amont parce que chaque poids, chaque volume compte. Le bateau fait 700 kg le jour du départ. Donc je peux vous garantir que les premiers coups de rame en fait sont assez durs. Donc ça c'est toute la partie en fait avant, c'est un peu le garage. Le bateau fait 8 mètres. Là on a mon lieu de travail, assez proche de mon domicile, comme vous pouvez le voir. Là je passe à peu près entre 10 et 13 heures par jour. Là c'est un peu mon appartement. Donc avec une bulle qui me permet d'avoir une vision en fait à 360 degrés. Et ça c'était le jour du départ. En fait rien à voir avec l'exaltation de cette première traversée. En fait, là, je repars, je pèse mes mots. En fait, j'ai l'impression de retourner au front parce que je sais exactement ce qui m'attend. Et je sais que ça va être dur, je sais que chaque coup de rame va me rapprocher de l'arrivée et que ça va se faire quelque part dans la douleur, mais je le fais aussi, c'est pour vraiment aller au bout. Je recommence tout pour 120 km. Donc pour moi, mais c'était quand même important et je repars en fait avec la peur au ventre, mais en tout cas avec la volonté ferme d'arriver de l'autre côté. Donc là, une journée un peu type, c'est me lève donc, je dors après avoir dormi à peu près 3 heures par nuit. Je me lève en même temps que le soleil. Je fais le point, donc avec le GPS, ce qui représente à peu près en kilomètres 70 km en 24 heures quand tout va bien. Ensuite, je prépare ma tambouille. Donc tout est lyophilisé évidemment pour des raisons de poids, de volume. Donc ça c'est la petite bouilloire, ça c'est ce qui ressemble en fait ce qui va ressembler à du hachis parmentier. D'où la perte aussi de beaucoup de poids. Et puis après je me mets aux avirons avec énormément de rigueur, j'en avais manqué la première fois. Donc pour moi c'était extrêmement important de faire une pause toutes les 2 heures, mais d'être très vigilante, puisque après tout part. Ensuite c'était la nuit. Donc au début, je me suis dit, tiens, je vais bien dormir parce qu'après 12-13 heures de rame, ça devait être, je vais dormir comme un bébé. Et en fait, la nuit, c'était ce qu'il y avait de pire. La nuit, c'est 95% d'humidité. Toutes les à peu près 40 minutes, il faut ouvrir, donc, entre-ouvrir, aérer la cabine. À cause on est vite saturé en CO2, 2 mètres carrés forcément. Donc il faut se caler en permanence dès qu'il y a plus d'1,50 m au niveau des épaules, du coude, de la tête. Et voilà ce qui va aussi avec les problèmes de l'avancée. Plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, et malheureusement, plus le corps aussi. Et je voulais surtout pas remettre en cause, en fait, cette traversée à cause d'un problème technique, ou à cause d'un problème, pire, médical. Donc tous les jours, j'étais en rapport avec mon médecin. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, mon équipe, c'est vraiment mon bateau à terre, de façon à être extrêmement vigilante dans tout ce que j'avançais. Et ça, c'était donc la dernière photo que j'ai prise avant mon jour de l'arrivée.
que je n'oublierai jamais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le 5 janvier 2000. Derrière moi, j'avais la ligne d'horizon. Sur tribord, j'avais la carte, j'avais la Martinique. Dans ma tête, j'ai eu la carte de l'Atlantique. Et là, j'ai su, il aurait fallu 10 000 kilomètres à bout de bras, 128 jours de mer, pour pouvoir enfin dire « je l'ai fait ». En fait, je viens de vous raconter une histoire, mon histoire. Mais quelque part, cette histoire, c'est aussi la vôtre. Parce que mon Atlantique ressemble au vôtre, avec des courants favorables, des vents contraires, des rencontres inspirantes, des échecs, des obstacles, mais aussi des victoires. Et rappelez-vous qu'il est toujours plus dangereux de subir que de prendre des risques. Sans prise de risque, il n'y a pas d'innovation. Sans prise de risque, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de changement. Alors, osez. Donnez de l'ambition à vos rêves, à vos projets, à votre quotidien, à votre travail. Et osez, en fait, échouer. Osez vous relever. Et à l'heure où l'on nous parle d'économie d'énergie, s'il y en a bien une que vous ne devez pas économiser, c'est la vôtre. Parce que votre audace, votre enthousiasme, votre esprit d'entreprendre, votre créativité, eh bien, ce sont vos énergies propres et renouvelables. En tout cas, je suis aujourd'hui ravie de partager avec vous cette maxime que j'avais écrite lors de cette seconde traversée. Aujourd'hui, elle coule dans mes veines. Je pense qu'elle fait partie de mon ADN. Et je suis heureuse de la partager avec vous. Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais. Merci Peggy. C'est assez émouvant. On a encore des frissons. Quel petit conseil que tu donnerais comme ça dans notre vie de tous les jours? Parce que c'est quand même là un chemin qui est interminable. Et donc il faut oser, il faut avoir l'audace de le faire, de se mettre en pratique. Mais concrètement, demain, tout à chacun peut traverser son Atlantique, oui. Mais je pense que c'est... après, je ne donne pas les leçons, mais j'aime bien partager cette expérience parce que je pense que quand on ose, on en parlait justement hier soir au dîner, les gens qui osent interpellent. Et j'accorde toujours beaucoup d'importance à l'exemplarité. Parce que les gens qui osent ne laissent jamais indifférents. Ils bousculent les idées reçues, ils émeuvent et surtout ils invitent à passer à l'action. Et je pense que c'est bien aujourd'hui de pouvoir faire justement des thématiques comme celle-ci et surtout de pouvoir aussi vous permettre de voir la vie en ose et surtout ne pas oublier que de pouvoir prendre en tout cas des risques. Donc, merci. Merci beaucoup Peggy. Merci à tous d'avoir assisté à cette plénière d'ouverture. Je vous invite à vous rendre au casino pour déjeuner. Je pense que vous avez tous faim. Et sachant que les rendez-vous commencent à 14h. À tout à l'heure.